Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce mardi. Un mois après la disparition de Manon Rolando près de Nantes, son compagnon a été arrêté en Algérie en compagnie de leur fille. Des dizaines de gendarmes ont été mobilisés pour retrouver la jeune femme qui pourrait avoir été tuée. Le démantèlement d'un gang de pilleurs de trains de marchandises entre l'Ardèche et Dijon. Ils se sont emparés d'un butin très important. Ils visaient des colis contenant des produits informatiques. Vous entendrez aussi le témoignage de pilotes français de Rafale. Ils ont abattu plusieurs drones iraniens au Moyen-Orient. Les images que nous nous sommes procurées sont saisissantes. Dans ce journal également, l'engouement pour les pâtes fraîches. Nous en sommes de grands consommateurs. Elles gagnent chaque année du terrain en version artisanale ou industrielle. Enfin, à 3 jours d'une augmentation massive du prix du gaz pour plus de 7 millions de ménages, nous consacrerons une page spéciale de ce journal aux économies d'énergie. Comment payer moins, comment consommer moins. À la fin de ce journal, je vous emmènerai à la rencontre de Français qui ont trouvé des solutions. Qu'est devenue Manon Rolando? Est-elle encore vivante? Cette agricultrice a disparu il y a un mois. Son compagnon, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international, vient d'être arrêté en Algérie. La fillette du couple, âgée de 15 mois, est saine et sauve. L'homme n'a pour l'instant fait aucune déclaration aux enquêteurs. Esther Lefebvre, Nicolas S. et Alexandra Guillet. Autour de la ferme, les gendarmes font cet après-midi encore des relevés techniques pour tenter d'en savoir plus sur la disparition de cette éleveuse. Manon Rolando, propriétaire de chevaux et vaches. Elle n'a plus donné signe de vie depuis un mois. Au cœur de cette enquête, ouverte pour meurtre et enlèvement, son compagnon, arrêté à l'étranger. Le conjoint de la disparue a été interpellé par les services de police algériens hier. Sa fille, Inaya, était avec lui. Une arrestation qui soulage la mère de l'agricultrice, bouleversée depuis cette disparition. Karim, il faut qu'il nous dise la vérité et c'est tout. Moi, je veux juste récupérer ma fille. Et puis ma petite fille, je ne sais pas si elle est au ciel, je ne sais pas si elle est en détresse. J'en peux plus. Donc peut-être que Manon m'entend. Hein, ma chérie, garde ta force, tu sais, on t'aime. Parti de France le 2 avril, avec leur fille de 15 mois, son conjoint est arrêté en Algérie, son pays natal, au sud d'Alger, dans la ville d'El Afroun. Ces derniers jours, pourtant recherché par la police, il s'affiche sur les réseaux sociaux. Dans ce message TikTok, il se dit innocent et prend contact avec un créateur de contenu. Il veut donner sa version. En direct, il répond aux questions des internautes. Est-ce que vous êtes encore en contact avec Manon? Pas du tout, depuis le 2 avril. Alors comment vous pouvez considérer qu'elle est encore vivante? Bah, elle est vivante maintenant, elle est pas morte. Alors, aucun signe d'inquiétude ni de compassion. Et pour prouver qu'il est bien le père de leur fille... Regarde, ça c'est son passeport. Regarde, ça c'est le passeport d'Inaya. Quand elle réclame sa maman, qu'est-ce que tu lui dis à ta fille, Karim, du coup? Je lui dis la vérité. Oui, Maman, elle est toujours disparue. Je peux pas lui mentir. Non, ça c'est sûr. Et que papa, il est dans des problèmes parce que maman, elle est cachée. Voilà. En parallèle, en France, 2 personnes sont mises en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et modification des lieux d'un crime, en détention provisoire aujourd'hui. Principal suspect, le conjoint de Manon avait déjà été condamné pour violence sur une ancienne compagne. Récemment, Manon avait pris contact avec cette association d'aide aux femmes victimes, mais elle n'avait pas porté plainte. La scène s'est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi au Mureau, dans les Yvelines. Des policiers de la BAC affirment avoir été attirés dans un guet-apens par une centaine d'individus. 3 agents ont été blessés. Ce soir, des gendarmes sont toujours sur place. Benoît Cristal, Corentin Madère et Pierre Dehorne. 1h30 du matin hier au Mureau, ces policiers de la brigade anticriminalité sont pris à partie par des émeutiers. Sam, reste avec nous, Sam. Reste avec nous, Sam, crie l'un d'eux à son collègue qui vient de perdre connaissance dans ce véhicule. Blessé à la tête par un jet de pavé, du sang se trouve dans l'habitacle. La situation s'envenime rapidement. Des mortiers d'artifice sont tirés en direction des policiers. Ils intervenaient en soutien à des pompiers appelés pour un feu de poubelle.
se sont rendus compte qu'en fait cet appel avait été provoqué par un feu mis délibérément par des individus et c'était un véritable guet-apens avec une centaine d'individus. Le fonctionnaire a fait des convulsions et il a fallu l'évacuer non sans mal, je précise. Le policier, âgé d'une cinquantaine d'années, est pris en charge, le nez fracturé et des dents endommagées. La situation était déjà tendue depuis le début de soirée, avec des groupes qui tentaient de monter des barricades. 2 agents de la CRS 8, intervenus par la suite, sont légèrement blessés. Les affrontements se sont déroulés au Mureau, dans les Yvelines. Ils font suite à d'autres troubles, la veille à Sartrouville et à Équevilly. C'est dans cette commune, Équevilly, qu'un homme de 20 ans à moto sans casque a percuté un véhicule de gendarmerie samedi dernier lors d'un rodéo urbain présumé. Il est grièvement blessé. Après ces troubles, les associations appellent au calme. Et s'il vous plaît, aujourd'hui, je vous demande un truc assez simple. Place à l'apaisement. Place à l'apaisement. Pour nos mamans, pour tout le monde. Ce soir, le calme semble revenu au Mureau. La mairie apporte son soutien aux policiers blessés hier et aux motards accidentés samedi. Également dans l'actualité, cet incendie mortel à Sète. Les pompiers sont intervenus très tôt ce matin pour évacuer un immeuble d'habitation. 26 personnes ont pu être secourues et évacuées, mais 2 hommes de 24 et 26 ans sont décédés. Sur place, Tiffany Haine et Pierre Jacqueline. Sur la façade, mais aussi à l'intérieur de l'immeuble. Les traces du violent incendie qui s'est déclaré vers 5h50 ce matin dans cet appartement du rez-de-chaussée. Mohamed, qui a un restaurant juste en face, est l'un des premiers à être intervenu. Les flammes en fait prenaient de plus en plus, donc j'ai vu des 3 extincteurs, des seaux d'eau, mais ça n'a rien fait. La seule solution qu'ils ont pu trouver, vu qu'ils n'ont pas pu sortir, c'est se mettre l'un sur l'autre au niveau des barreaux de la fenêtre et d'attendre qu'on vienne les secourir. Ils me connaissaient, donc ils m'appelaient à l'aide en me disant « Mohamed, on va mourir, on va mourir ». Et du coup, en fait, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, mais c'était trop tard. Comme lui, d'autres voisins de cette rue du centre-ville de Sète ont tenté d'intervenir avant l'arrivée des pompiers. Des salariés d'une entreprise de nettoyage de rue ont aussi essayé d'arroser le brasier. Le feu était extrêmement violent. Avec le gros jet, là, le fait d'avoir arrosé à l'intérieur de l'appartement a fait un appel d'air et là, ça s'est tout embrasé. À leur arrivée, peu après 6 heures, la quarantaine de pompiers mobilisés n'a rien pu faire. Les 2 hommes, âgés de 24 et 26 ans, étaient déjà morts, bloqués dans l'appartement qu'ils occupaient. La particularité de ce drame, c'est qu'il y avait des grilles au rez-de-chaussée quand les bâtiments ont été créés pour le risque d'effraction. Et malheureusement, ces grilles n'ont pas pu être enlevées pour pouvoir sauver les personnes. Une cellule psychologique a été ouverte pour les témoins, choqués par cette scène effroyable. Ce qu'ils ont vu, on ne le voit pas tous les jours, c'est quand même dramatique. Et ces personnes-là qui n'ont pas l'habitude, comme un pompier peut avoir l'habitude d'en voir dans l'exercice de ses fonctions, ont vraiment besoin d'une cellule psychologique, oui. Depuis ce matin, les enquêteurs de Montpellier, accompagnés de la police scientifique de Marseille, spécialisée dans les incendies, mènent des investigations. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. On connaissait des attaques de diligence, l'attaque du train postal. En voici une version française et plus précisément ardéchoise. Depuis plusieurs mois, un réseau de voleurs de colis s'en prenait à des trains de marchandises. Les enquêteurs ont recensé 32 vols. Le préjudice est estimé à près de 2 millions d'euros. Léonard Attal, Léa Razafine-Drabé et Guillaume Vuitton. Leur stratégie était parfaitement rodée. Et le point de départ à chaque fois le même. La petite gare de la Voulte-sur-Rhône en Ardèche, 4800 habitants. Lorsque le train de marchandises ciblé y fait halte, les voleurs ont quelques minutes pour forcer les wagons et y pénétrer discrètement, généralement de nuit, pour ne pas être repérés. Le train repart, direction Dijon. C'est pendant ce trajet de 300 km que les voleurs prennent le temps de trier les colis qui les intéressent. À l'arrivée à Dijon, ils sont réceptionnés par des complices et s'enfuient avec la marchandise. Avec une spécificité liée quand même sur du multimédia ou du petit matériel informatique. Donc on est à au moins 32 faits entre 2025 et 2026 avec un préjudice de plus de 2 millions d'euros. Une partie des biens a été retrouvée et saisie par les gendarmes. À l'issue de l'enquête, ils ont interpellé 8 individus. 4 hommes ont été mis en examen pour vol en bande organisée et placés en détention provisoire. Une femme pour recel de vol en bande organisée placés sous contrôle judiciaire. Tous ont entre 30 et 45 ans et sont originaires de la Voulte-sur-Rhône. Pour un village calme comme la Voulte, ça m'étonne énormément. On se croirait bientôt dans un western.
Je ne savais pas qu'à la Voulte, on en était arrivé au niveau hollywoodien. Ce scénario n'est pourtant pas si original. Il y a un an, dans le même département de l'Ardèche, des malfaiteurs avaient attaqué et dévalisé un train de marchandises. Butin similaire, ordinateur, téléphone portable ou console de jeu. Pour autant, la procureure assure qu'aucun lien ne peut être fait entre ces deux enquêtes. Plus que jamais, depuis le 28 février, le pétrole est devenu rare et cher. Et pourtant, la troisième plus grande raffinerie de France, près de Saint-Nazaire, a été mise à l'arrêt pour une durée de 2 mois et demi. Il s'agit d'une opération de maintenance prévue de longue date. Cette fermeture va-t-elle avoir des conséquences sur l'approvisionnement des stations-service? Arsène Gay, Manon Monnier et Mathieu Haut. Plus une flamme, plus une colonne de fumée. La raffinerie de Donges, qui traite d'ordinaire 220 000 barils de pétrole par jour, est à l'arrêt total depuis ce matin et jusqu'à mi-juillet. La raison ? Une opération de maintenance prévue de longue date. Les unités sont fatiguées, on sait qu'on a des défaillances qu'il faut qu'on répare. On est obligé d'arrêter nos installations tous les 7 ans. Une contrainte qui a de lourdes conséquences. Avec cette mise à l'arrêt, 19% de la production nationale vient de s'évaporer au pire moment. Comment s'en passer? Alors même que les tensions d'approvisionnement sont au plus fort, l'exploitant TotalEnergies se veut rassurant. Les mesures ont été prises afin de garantir la continuité de l'approvisionnement par la gestion active des stocks de la raffinerie. En clair, l'entreprise assure avoir fait des réserves en amont. Mais seront-elles suffisantes alors qu'elles ont été réalisées avant même le déclenchement de la guerre en Iran? Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette logique. Il est donc possible que ces stocks soient insuffisants, la conséquence pouvant être donc encore une pression à la hausse sur les prix à la pompe. Pour compenser, TotalEnergies affirme être prêt à faire appel à d'autres de ses raffineries, comme celle d'Anvers en Belgique. Pourquoi, malgré tout, ne pas avoir décalé l'opération, alors même qu'ils affirmaient ne pas pouvoir raffiner davantage il y a quelques semaines? Une opération de maintenance, on ne fait pas ça pour le plaisir, on le fait justement précisément pour que la raffinerie soit plus performante demain. Donc si on décale l'opération de maintenance, on décale d'autant la capacité de la raffinerie à être plus performante. Une montée en puissance très attendue par le gouvernement, qui a récemment autorisé la raffinerie de Gravenchon à augmenter de 10% sa production de gazole et de kérosène. Un hommage national a été rendu ce matin au sergent Anissé Girardin, mort mercredi dernier, victime d'une embuscade du Hezbollah au Liban. La cérémonie a eu lieu dans son régiment à Suippes, près de Châlons en Champagne. Le sergent Girardin s'était engagé dans l'armée il y a 10 ans. Sa compagne appartient au même régiment. Il était père d'un jeune enfant de 2 ans. Dans ce conflit qui dure depuis 2 mois au Moyen-Orient, les témoignages de militaires français sont très rares. Officiellement, la France n'est pas en guerre contre l'Iran, mais nos avions Rafale et nos hélicoptères ont participé à des opérations militaires. Ils ont même abattu des drones, ce qui n'était jamais arrivé. En l'occurrence, les drones étaient iraniens. 2 pilotes se sont confiés à Jeanne Cancard, David Pires et Florian Legoïc. Regardez. Il rentre de l'une des missions les plus importantes de sa carrière. Le commandant Quentin, pilote de Rafale, était le chef des aviateurs français déployés en renfort au Moyen-Orient. On rentre fatigué. Il y a 2 mois, jour pour jour, il reçoit un ordre de mission inédit, détruire des drones iraniens qui menacent les pays alliés de la France. Ces missions-là sont presque les plus exigeantes, parce qu'il faut avoir conscience que vous pouvez être en train de dormir, recevoir un coup de téléphone, et quelques minutes après, vous êtes en pleine nuit, au-dessus du désert, en basse altitude, à 900 km/h, en train de chercher une menace dont vous savez qu'elle est là, mais vous n'avez pas plus d'informations. Dans le ciel du Moyen-Orient, voici la vision d'un pilote français depuis son cockpit. Des images rares de leur mission. Ici, la cible du chasseur. Ce drone ennemi à quelques dizaines de milliers d'euros, il l'abat avec un missile à 600 000 € en moins de 2 secondes. On est à quelques dizaines de mètres quand on tire. On en a conscience? Oui et non. On va au contact, on est proche du sol, on est à des vitesses qui sont relativement faibles. On sait pertinemment que si ce drone, on n'arrive pas à le détruire, eh bien potentiellement il va détruire des infrastructures ou blesser ou tuer des personnels au sol. C'est presque un soulagement quand on voit la cible exploser.
pour la simple et bonne raison qu'on sait que cette cible, elle ne touchera personne. Positionnés sur cette base aérienne française, tenue secrète au Moyen-Orient, les pilotes ont détruit pour la première fois de leur histoire des drones par dizaines, appuyés aussi par des hélicoptères Fennec. Alors le Fennec ici est équipé d'un canon de 20 mm. À l'intérieur, nous avons un viseur ici pour le pilote. Le lieutenant-colonel Sébastien vient d'effectuer la dernière mission de sa carrière au Moyen-Orient à bord d'un Fennec, capable de lutter contre les drones les plus discrets. Nous, on vient en complément pour traiter les menaces drones qui volent plus bas ou plus lentement ou qui auraient été détectées un peu plus tardivement. Et nous, on se met au plus proche des sites à défendre, des sites sensibles. Chaque tir est surveillé en direct à des milliers de kilomètres du Moyen-Orient, dans ce centre de commandement sur la base aérienne de Lyon. Ici, vous êtes dans le cœur du cœur. Depuis le début du conflit, un dispositif unique, jamais vu par le général Sabéné. Se retrouver dans un théâtre de haute intensité, c'est quelque chose qui ne nous était pas arrivé depuis peut-être la Seconde Guerre mondiale. Au plus fort du conflit, la quasi-totalité des avions de chasse français étaient déployés sur différents théâtres d'opération, inédits depuis 80 ans. En Ukraine, dans le fracas d'une autre guerre qu'il ne faut pas oublier, nous avons choisi de vous montrer une image ce soir parce qu'elle est porteuse d'espoir. Une femme de 77 ans dont la maison a été détruite par des soldats russes a pu être évacuée par un robot piloté à distance. L'intervention a duré plus de 4 heures. Sophie Chevalreau, Anne Lorbans et Olivier Stimbar. Sa maison vient d'être détruite dans des bombardements russes. Cette vieille femme ukrainienne se trouve en pleine zone de combat. Un drone ukrainien la repère. Décision est alors prise d'envoyer à son secours un robot. Un véhicule sans aucun humain à bord. Pour guider la vieille dame, un message est inscrit sur le siège. Asseyez-vous. Le robot est piloté à distance par cet homme. Impossible de savoir où il se trouve pour des raisons de sécurité. La septuagénaire secourue est ainsi transportée jusqu'à l'abri le plus proche, puis accueillie par un soldat. Venez. Donnez-moi votre main. Allez, il faut y aller. C'est dangereux ici. Vous comprenez, madame? Voilà, très bien. Des robots utilisés chaque jour par l'armée ukrainienne pour transporter des soldats blessés comme ici, mais surtout pour ravitailler les troupes au front en nourriture, matériel, munitions. Sur ces images tournées par l'une de nos équipes dans le Donbass l'été dernier, un robot est chargé, puis téléguidé sur plusieurs centaines de mètres. La cargaison est ensuite récupérée. La logistique n'est quasiment plus assurée que par ces machines pour réduire le nombre d'hommes sur le champ de bataille. Aujourd'hui, face à la multiplication des drones ennemis, les robots assurent le ravitaillement de près de 80 à 90% des positions. 25 000 robots commandés par Kiev depuis le début de l'année, c'est 2 fois plus que sur toute l'année dernière. Dans l'actualité en France, ce rapport de la Cour des comptes sur les erreurs de soins commises dans les hôpitaux et les cliniques. On pense aux maladies nosocomiales, aux objets oubliés lors d'interventions chirurgicales et aux erreurs de médicaments. 7200 incidents ont été officiellement déclarés en 2024. Il y en a sans doute beaucoup plus. Que disent les chiffres et que faire pour améliorer la situation? Quentin Fichet, Samuel Cardon et Caroline Philippe. À 33 ans, Camille ne peut plus rien faire sans sa canne. Ouvrir un tiroir trop bas, par exemple. J'essaie de me débrouiller comme je peux. En juin dernier, elle développe le syndrome de la queue de cheval, une compression très forte des nerfs dans le dos. Au lieu d'être opérée vite, dans les 2 jours, ce sera 4. Un retard qui pourrait expliquer ces lourdes séquelles. J'ai une jambe qui répond qu'à moitié et j'ai un dos en fait qui est fichu. Il y a des matins où faut que ça soit mon chéri qui m'habille parce que je peux plus bouger, ou c'est lui qui me couche. Rien que de conduire me fait mal, rien que de porter ma fille me fait mal, donc je peux plus vivre comme avant. La Cour des comptes publie un rapport dans lequel elle analyse ces erreurs médicales. Soins inadaptés ou tardifs, comme pour Camille, mauvaise prescription de médicaments à risque, infection nosocomiale contractée à l'hôpital. Ces événements indésirables graves ont lieu avant, pendant ou après l'opération. Il y en aurait entre 160 000 et 375 000 par an. Mais seulement 7 200 ont par exemple été signalés en 2024. Cela représente au mieux 4,5% d'erreurs déclarées.
On dit que c'est sous-déclaré. On ne va pas chercher un coupable, on va chercher à comprendre ce qui s'est passé pour mettre en place des solutions pour que ça ne se reproduise pas. Prenons un exemple concret. L'hôpital de Nancy. Sur près de 700 000 consultations chaque année, il y aurait, nous dit-on, 60 événements indésirables graves, soit 0,01%. Des cas tous déclarés et étudiés. Il y a des établissements hospitaliers où probablement les directions demandent à ce qu'un événement indésirable grave ne soit pas déclaré. C'est absolument pas notre politique. Il faut être totalement transparent et donc on analyse tout ça en groupe, en équipe et on améliore les choses au fur et à mesure. Tous les hôpitaux et les cliniques privées qui se trouvent près de chez vous figurent sur ce site internet, hassanté.fr. La Haute Autorité de Santé indique les notes qu'elle a données à 2500 établissements. Sont inscrits les niveaux de qualité des soins, de prise en charge de la douleur ou encore de respect du patient. Cette éclaircie sur le front du chômage, les derniers chiffres montrent un léger recul du nombre de demandeurs d'emploi, moins 1,2% au premier trimestre 2026. Eux ne risquent pas de se retrouver au chômage. Des milliers de communes cherchent aujourd'hui à recruter des policiers municipaux. Les municipalités se font même concurrence. Elles promettent de meilleures conditions de travail et offrent des primes. C'est l'enquête de ce 20h, signé Julien Garel, Sonia Boujama et Grégory Martin. Aux côtés de deux de ses nouveaux collègues, Romain Clerget prend ses marques dans les rues de Cagnes-sur-Mer. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, et vous? Oui, très bien, très bien. Le jeune policier municipal vient d'obtenir sa mutation dans la 4e ville la plus peuplée des Alpes-Maritimes. Il n'est pas trop dépaysé, il officiait auparavant dans une ville voisine. Mais ce qui l'a attiré ici... C'est une ville plus grande, donc plus de capacités, plus de moyens, avec le développement de brigades, brigade de nuit, la brigade nautique, la brigade sino, la brigade moto d'intervention. C'est vrai que ça donne envie, je pense, et je suis content d'être déjà là. Mais aussi des horaires allégés, il nous assure travailler en moyenne 2 heures de moins par jour. De meilleures conditions de travail pour ces policiers et plus d'effectifs, c'est ce qu'a promis le maire de la ville, tout juste élu sous l'étiquette Rassemblement National. J'ai souhaité que d'ici la fin du mandat, il y ait 20 policiers municipaux supplémentaires. C'est tous les CV que nous avons reçus depuis plusieurs semaines, depuis notamment que j'ai été élu maire, de policiers municipaux qui postulent pour venir à Cagnes-sur-Mer. Et on est quasiment à une 50aine de candidatures. Et beaucoup viennent du même département. Un jeu de chaises musicales qui peut créer des tensions entre les communes, surtout en ce moment. Les semaines suivant une élection municipale sont propices à ces demandes de mutation, comme nous le confirme un policier joint par téléphone. Il est lui-même sur le départ pour une autre commune et préfère rester anonyme. On appelle ça le mercato, c'est une tradition, ça se fait très souvent sur des fins de mandat et avec de nouveaux maires. Pour attirer des agents, tous les moyens sont bons, notamment dans les plus petites communes. À Esther, dans le Nord, l'élu, sans étiquette, a fait construire un nouveau poste de police, flambant neuf. Notre police municipale se trouvait en mairie, mais dans 2 petits bureaux qui étaient vraiment exigus, et on voulait que nos policiers municipaux aient de meilleures conditions de travail. À Arras, le maire centriste a investi 1 million d'euros en 5 ans dans l'équipement de sa police, et notamment l'armement. Travailler au sein d'une police municipale armée est bien souvent un point déterminant dans le choix des agents. La question de l'armement est centrale chez un policier municipal pour 2 raisons. Un, pour sa propre sécurité, mais aussi puisque nous sommes amenés à intervenir, primo-arrivants, primo-intervenants. En tant que directrice, je ne souhaiterais aucunement désarmer ma police municipale. À tout moment, un policier municipal est libre de postuler dans une autre commune. Si sa candidature est acceptée, la ville qu'il souhaite quitter ne peut pas le retenir. Le maire peut simplement lui imposer un préavis de 3 mois, le temps d'organiser son remplacement. L'un des arguments pour attirer les policiers, c'est évidemment leur rémunération. Même si leur salaire dépend de la même grille partout en France, il est possible de jouer sur le montant des primes. Un policier municipal à échelon 10, il va être aux alentours de 2300-2400 euros en net. Mais par contre, il y a des primes, la prime fonction et la prime engagement. Jusqu'à 5000 euros pour la prime engagement qui est versée en fin d'année. Ces 2 primes-là peuvent être modulées. Chaque maire fait comme il veut. Selon nos informations, certaines communes promettent aussi à leurs postulants des promotions plus rapides. Il y a en France 4500 postes vacants de policiers municipaux.
On connaît bien sûr à l'approche de l'été les abandons de chiens et de chats. Mais ce qui s'est passé il y a quelques jours à Saint-Étienne, près de Saint-Étienne, est très étonnant. Une cinquantaine de cochons d'Inde ont été retrouvés dans un parc. Manifestement, ce n'était pas leur habitat naturel. La gendarmerie a ouvert une enquête. D'où viennent-ils? Qui les a déposés à cet endroit? Delphine Sidbon avec sur place pour mener l'enquête Octavie Couchard et Brice Gérès. Ce matin, dans ce parc de Sorbier dans la Loire, de bien étranges couinements pouvaient surprendre les promeneurs. C'est des bruits pour attirer les cochons d'Inde, oui. Donc ils s'appellent souvent comme ça, entre eux en fait. Angie est engagée pour la protection animale. Et si elle a passé sa matinée à chercher des cochons d'Inde entre les arbres... Je suis allée là, en essayant de regarder derrière les ronces. C'est à cause de ces photos diffusées ce week-end. Une quarantaine de cochons d'Inde ont été trouvés dans le parc. 14 mâles samedi, 25 femelles dimanche et encore 8 mâles hier. Aujourd'hui, aucun à l'horizon. Chaque habitant y va de son hypothèse. La personne qui avait ça, déjà, il fallait quand même qu'elle les élève et tout ça. Et puis à un moment, elle a dû en avoir marre, quoi. Le coupable serait-il la personne qui a écrit ce mot, scotché au toboggan? Elle propose justement de donner des cochons d'Inde. Nous avons tenté de la joindre sans succès. Une piste que creuse la gendarmerie. Pour eux aussi, le profil du suspect pose question. Soit on a un particulier qui s'est laissé déborder, en sachant qu'un cochon d'Inde, ça se reproduit très vite. Soit on a un éleveur, illégal ou pas, qui a cessé son activité et qui, du coup, s'en est débarrassé parce qu'il n'arrivait pas à les vendre. Une affaire que la chef Justine Verdier n'est pas prête d'oublier. Et pour cause, nous la suivons dans la salle de réunion de la gendarmerie. Il y en a 4, donc celui-ci est Chic, celui-ci qui sort sa tête, c'est Tac, et du coup, les 2 autres, c'est Bad et Boy qui vont aller chez mon père. Et c'est en fait toute la brigade qui s'est laissée attendrir. J'ai un adjudant-chef qui en a pris 2 autres qui sont déjà partis chez lui hier soir. Cet après-midi, il restait encore 2 cochons d'Inde sans famille d'accueil. Allez les bébés. La SPA de Saint-Étienne est venue les récupérer. L'association en a donc désormais 13 à l'adoption. Les autres sont partis dans un refuge. Il paraît que les Français en sont fous. Les chiffres le prouvent d'ailleurs. Chacun d'entre nous mange chaque année près de 10 kilos de pâtes. Nous ne sommes pas si loin des Italiens et des Américains. Depuis quelques années, notre consommation a évolué. Les pâtes fraîches commencent à voler la vedette aux pâtes traditionnelles. C'est le grand format de ce 20h signé Kezia Cretin, Marine Duluard et Florence Couturon. Il est servi al dente, cela va de soi. Un geste assuré, un plat de pâtes digne d'un restaurant italien. Quand il s'agit de tagliatelle, Noélie préfère les pâtes fraîches. Quand je rentre du travail le soir, après une grosse journée, j'ai pas forcément envie de passer du temps en cuisine. Je sais pas trop, je mets de l'eau à bouillir, mes pâtes sont prêtes en 2 minutes. Plus rapide, mais plus cher que des pâtes sèches. C'est pas quelque chose qu'on va acheter tous les jours, c'est un petit plaisir dans la semaine, quand on a envie de faire un peu des pâtes, ça les vaut. En supermarché, la différence de prix est flagrante. Pour ces tagliatelles, la version classique coûte 3,50 € le kilo. 4,82 € pour l'équivalent frais, soit 1,32 € de différence. Pourquoi un tel écart? Alors là, vous posez une colle. Pourquoi c'est plus cher? La qualité, c'est sûr. Il y a plus de matières premières, j'imagine. Pour les pâtes fraîches, en plus de la farine et de l'eau, il y a un autre ingrédient, l'œuf. Mais ce n'est pas tout. Pour mieux comprendre, direction cette usine à Romans-sur-Isère. Ici, 60 tonnes de pâtes fraîches sont produites chaque semaine. Elles vont être envoyées sur l'ensachage, c'est-à-dire la mise en sachet des produits. Le secret, empêcher que les pâtes fraîches ne deviennent sèches. Des sachets dans une matière spécifique, plus coûteuse, pour protéger ce produit fragile. Bonjour. Des coûts supplémentaires qui se répercutent en rayon. Vous avez des processus de fabrication qui sont plus longs, et ce qui entraîne donc des coûts de production, des coûts de main-d'œuvre plus importants. Malgré des prix plus élevés, le marché de la pâte fraîche progresse depuis 10 ans. Les industriels rivalisent de créativité pour tenter de vous séduire, au poivron grillé, au fromage de chèvre et même... Les pâtes farcies aux langoustines varient énormément au niveau des saveurs, des parfums, voilà, et ça fait plaisir souvent à toute la famille. Voilà, les pâtes, ça met tout le monde d'accord. Ce n'est pas ce chef italien qui dira le contraire. Andrea, originaire de Milan, prépare des pâtes fraîches chaque jour dans son restaurant. Je vais utiliser une technique très classique pour couper les tagliatelles.
Nous faisons goûter à ce spécialiste de la gastronomie italienne ces pâtes, achetées en grande surface. Verdict ? Je trouve quand même ils sont bonnes. C'est vrai que c'est un bon produit. La différence ? Beaucoup d'eau ajoutée par les industriels. Et là, on a coupé avec de l'eau, ce qui rend une pâte qui est un petit peu moins riche, sûrement pour couper les coups. Les pâtes fraîches en supermarché sont aussi moins riches en œufs, en moyenne 2 à 3 fois moins que dans une recette artisanale. Le chantier a duré 13 ans. La plus grande opération d'enfouissement de lignes électriques dans les Alpes touche à sa fin. À Courchevel, 200 pylônes et 20 km de lignes aériennes ont disparu du paysage. L'opération coûte 5 à 7 fois plus cher que la simple rénovation d'une ligne aérienne. Reportage exclusif de Florian Chevalet et Eric Napi. C'est la dernière étape d'un chantier titanesque. Cet hélicoptère transporte un pylône électrique de plus de 15 mètres de haut. Là, on a besoin d'un hélicoptère parce que le terrain est très escarpé. Avec la végétation, l'opération est périlleuse. Elle est menée par des pilotes chevronnés, aux commandes d'un engin, utilisé habituellement pour les opérations militaires. Là, il fallait un super turin parce que les poids sont quand même de l'ordre entre 3 tonnes 2 et 3 tonnes 8. Là, on voit vachement bien ce qui se passe, quoi. Après 2 heures de vol, 15 pylônes ont été démontés. Il aurait fallu plus de 2 mois à des équipes au sol pour réaliser la même opération. Un chantier hors norme, sauf peut-être pour Stéphane, le pilote suisse aux commandes. Alors c'est hors norme peut-être pour les gens de la région ou pour les gens qui sont habitués aux petits hélicos. Pour nous, c'est tout à fait normal. Une opération onéreuse, entre 70 et 80 000 euros, mais indispensable pour Enedis. Ces poteaux électriques sont devenus inutiles. Depuis plusieurs années, l'entreprise a choisi d'enfouir les câbles électriques. Le câble moyenne tension qui a été enterré, il est là sous nos pieds. Il circule comme ça, il tourne à gauche et il descend droit dans la pente. Voilà. Aujourd'hui, plus de la moitié du réseau électrique français se trouve sous nos pieds. Ces travaux, souvent longs et difficiles, permettent de protéger les câbles des aléas climatiques, mais pas seulement. En même temps que nous avons enfoui, nous avons renforcé, augmenté la capacité. Donc demain et dès aujourd'hui, on attend une augmentation de la consommation électrique, des usages de l'électricité. En Savoie, les opérations se terminent. Après 13 ans de travaux et 100 km de câbles enterrés, les vieux pylônes sont démontés par les agents. Les pièces seront recyclées. Le domaine skiable des Trois-Vallées va profiter d'un nouveau réseau électrique, avec en ligne de mire les Jeux Olympiques 2030. Cette énergie, l'électricité, mais aussi le gaz, est-il possible de les payer moins cher? On pourrait croire que le moment est mal choisi avec le blocage du détroit d'Ormuz, mais des solutions assez simples existent. Je suis allé à vos côtés aujourd'hui, car si les Français n'ont toujours pas de pétrole, ils ont de très bonnes idées. C'est notre page spéciale réalisée avec vous, grâce à Antoine Pocry, Thomas Gatti et Ludovic Romanins. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Louis-Philippe? Enchanté. Merci de nous accueillir chez vous. On peut rentrer? Oui, allez-y. Allez. Donc là, Louis-Philippe, c'est l'atelier historique, j'allais dire familial de plomberie. C'est ça, tout à fait, depuis 2018. Et c'est l'ancien monde. Hein. C'est les tuyaux de cuivre, c'est les tuyaux de PVC, les tuyaux d'acier pour le chauffage. Et le présent et l'avenir, c'est ça? C'est ça, tout à fait, c'est les panneaux photovoltaïques. Et qu'est-ce qui s'est passé entre janvier et avril en termes de commandes? Vous avez été submergé d'appels et de commandes? Tous les clients professionnels et les clients particuliers, en fait, ils sont dans l'inquiétude. Ils ne veulent pas revivre ce qui s'est passé il y a 2-3 ans où le prix de l'électricité il a fait x4 en 2 semaines. Là, ils anticipent et ils nous passent des commandes. Combien vous leur vendez ce panneau? Ce panneau-là, nous, on le vend 120 €. 120 €. Il y a 5 ans, vous le vendiez à quel prix? 300, 350 €. On produit 2 fois et demi plus d'électricité qu'avec les anciens panneaux, l'ancienne technologie. Ils viennent tous de Chine, tous les panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, le plus gros fabricant mondial de panneaux photovoltaïques, c'est la Chine. Produire sa propre électricité, c'est à la fois économique et vertueux. Mais que faire des surplus? Il y a un an seulement, EDF rachetait le kilowattheure 12 centimes d'euros. Aujourd'hui, 4 centimes d'euros et demain, sans doute,
un seul centime. Les particuliers qui veulent revendre leur production ne vont pas faire fortune. Regardez ce reportage de Mathias Béringer, Léo Florence et Quentin Danjou. L'an dernier, Marc a vu les choses en grand, en installant 24 panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison. J'avais une facture d'électricité de 1 200 € par an et puis ça me permet d'économiser largement plus de la moitié. Lors d'une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui, sa machine à café ou son lave-vaisselle tourne grâce à sa propre production d'électricité. Et bonne nouvelle, il en produit même plus qu'il n'en faut et la revend à EDF via le réseau de distribution. Le surplus, ça me rapporte à peu près 800 € par an. Un moyen pour lui d'accélérer l'amortissement de ce très gros investissement, plus de 20 000 €. Mais si vous songez vous aussi à sauter le pas du solaire, attention. Le contrat fixe permettant à Marc de revendre son électricité 12 centimes du kilowattheure pour un gain annuel de 800 € n'existe plus. Aujourd'hui, pour une nouvelle installation, EDF vous propose 4 centimes du kilowattheure. Pour une surface égale à celle de Marc, ce n'est plus que 255 € de gain. Et très prochainement, ce montant devrait encore baisser à 1 petit centime du kilowattheure. Ce n'est plus que 70 € de gain à l'année. Dans ce cas-là, Marc aurait-il posé ses panneaux? Je pense pas, non. À 1 centime, il vaut mieux plus rien donner. Cette décision du gouvernement est vue comme un coup de rabot par la filière. Mais comment l'expliquer? Entre le nucléaire et les énergies renouvelables, la France produit plus d'électricité depuis l'an dernier, alors que la consommation, elle, reste stable. Racheter le surplus des installations solaires est donc devenu très coûteux et peu utile pour l'État. Faut-il renoncer au photovoltaïque pour autant? Certainement pas pour Maël. Le mot d'ordre, autoconsommer le plus possible, et pour ça... Le surplus, on a une solution pour pouvoir le stocker à l'intérieur de la maison. Et cela se passe dans son garage. Ça, c'est la batterie. Cette batterie, Maël la recharge le jour, lorsqu'il fait beau, pour s'en servir la nuit, quand ses panneaux ne produisent plus d'électricité. Qu'est-ce qu'il consomme pendant la nuit? Il va consommer le frigo, le congélateur, la box internet, des petits équipements. Et aussi sa voiture électrique. La batterie, un outil devenu quasi indispensable aujourd'hui, même s'il représente un investissement supplémentaire à l'installation, entre 4 000 et 5 000 €. Un prix à payer pour réduire sa dépendance énergétique. On compte aujourd'hui plus d'1 million d'installations photovoltaïques à travers le pays. Le prix de l'énergie, voilà l'enjeu pour des millions de Français, que ce soit l'électricité ou le gaz. Ces 6 dernières années, la facture de gaz pour un foyer moyen français a augmenté de 59%. Et même ceux qui ont fait l'effort d'acheter une nouvelle chaudière qui consomme moins, plus moderne, n'échappent pas à cette hausse. Bonjour Claude, comment allez-vous? Ça va, oui. Et vous? Merci de nous accueillir chez vous. C'est normal. On s'intéresse à tout, surtout à votre chaudière à gaz. Pourquoi vous l'avez changée? Parce que l'autre, elle était vieille déjà, elle avait 20 ans. Est-ce qu'elle fait vraiment réaliser des économies importantes? On a fait 22% d'économies. 22% en changeant de génération de chaudière, en fait, de modèle. J'ai fait le calcul et il n'y a pas longtemps, on peut vous les faire voir et tout ça. Donc vous avez payé 80 € de plus dans l'année, bien que votre chaudière consomme beaucoup moins et soit beaucoup plus économique. Parce que disons que c'est le prix du kilowattheure qui a augmenté. Ça a des conséquences sur votre vie quotidienne? Disons qu'il faut faire un petit peu plus attention, oui, il faut équilibrer. Inquiet pour l'avenir, oui, quand même. Il faut bien gérer. Le 1er mai, le tarif du gaz pour 7,5 millions de ménages va encore augmenter de 15%. La raison est simple, nous importons la quasi-totalité du gaz que nous consommons, 97% exactement, mais tout n'est pas perdu, car la France recommence à produire du gaz. Vous allez être très surpris par le reportage de Léa Kebdani, Sébastien Ambert et Sébastien Boé. Recevoir ces factures de gaz, cela devient pour certains une angoisse avec la hausse des prix. Mais pas pour Isabelle. Dans mon ancien logement, j'étais en prélèvement automatique à 230 € par mois, alors qu'ici, je suis à 58 €. Donc c'est une grosse économie. Surtout, son tarif ne devrait pas augmenter, et ce, malgré la crise. Car comme 6500 foyers à Béthune, son logement est chauffé grâce au grisou, un gaz issu des mines locales. Il faut vous imaginer un puits qui fait 900 mètres de profondeur, qui a été obturé à peu près 150 mètres de la surface
Et nous, on vient capter le gaz dans le puits et dans les dizaines d'étages de galeries qui partent sur des dizaines de kilomètres à la ronde. Contrairement au cours du gaz naturel classique, le cours du grisou n'est pas directement soumis aux tarifs mondiaux. Aujourd'hui, il existe 4 sites d'extraction dans le pays, tous dans les Hauts-de-France, et les ressources sont colossales. On a 110 000 km de galeries qui ont été creusées pendant les 300 ans d'extraction du charbon, et ça représente en termes de gaz à peu près 9 milliards de mètres cubes. C'est énorme, non? C'est assez conséquent et ça va dans le sens de la souveraineté énergétique du pays. En janvier, l'État a autorisé l'ouverture de 18 nouveaux sites d'extraction. Ce sont 400 000 foyers qui pourraient bénéficier de ce gaz à prix réduit. Ce n'est pas la seule alternative au gaz naturel qui existe. Dans cette exploitation agricole, ce sont les légumes, plus précisément les déchets, qui servent à fabriquer l'énergie. Après 25 jours de fermentation, ils retournent au milieu des champs dans ce méthaniseur pour être transformés en gaz. Le biogaz il est aussi efficace que le gaz fossile, juste on est sur une échelle plus courte. Les déchets des légumes proviennent de 100 mètres, ils sont transformés sur place et utilisés aussi sur place. De l'énergie qui leur sert à chauffer les serres, les bureaux et leurs magasins de vente en direct. Elles leur permettent aussi de produire 40% de leur électricité, le tout sans avoir à s'inquiéter des cours mondiaux. On a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Quand on voit les courbes du baril qui fluctuent en permanence, on ne sait jamais. Et du coup, grâce à cette autonomie, on se sent moins dépendant des fluctuations et des choix internationaux. Ce méthaniseur leur a coûté 400 000 € d'investissement, mais il devrait rapidement être rentabilisé. Ils estiment les économies à plus de 50 000 € par an. Avant de refermer ce journal, un mot pour saluer la naissance d'un petit garçon. Il s'appelle Ulysse. Ses parents sont les plus heureux du monde et nous partageons leur joie car sa maman, Anaïs Bouissou, est aussi la rédactrice en chef de ce journal de 20h. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, puis Koh-Lanta. Demain à 13h, Marie-Sophie Lacaro. Je vous retrouve à 20h. Excellente soirée à tous et à Ulysse en particulier. À demain.